Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 7 Actu. Au sommaire, à quelques heures du choc face à la Norvège, Emersfaye affiche sa confiance et croit aux chances des éléphants de poursuivre leur aventure mondiale. Après les pluies meurtrières à Abidjan, le gouvernement annonce des mesures fortes pour protéger les populations des zones à risque. Et du côté de l'actualité internationale, en Afrique du Sud, la journée du 30 juin vire aux manifestations anti-migrants. Nous ouvrons ce journal par l'événement sportif le plus regardé de la planète. C'est tout de suite dans Écho du Mondial. Place à présent au match à élimination directe pour les éléphants. Qualifiés pour le second tour après un parcours contrasté, la Côte d'Ivoire défie la Norvège ce mardi à partir de 17h GMT. Un rendez-vous que le sélectionneur Emersfaye aborde avec détermination, convaincu que son équipe décrochera son billet pour les 16e de finale. Je vous propose de l'écouter. Donc ça va être un match. Quelques heures du coup d'envoi, les supporters ivoiriens croient eux aussi en la qualification de leur équipe. Simon Dwadja est allé à leur rencontre. Mon pronostic pour le match Côte d'Ivoire-Norvège, je vois 2-1 en faveur de la Côte d'Ivoire. En première mi-temps, 1-0. Deuxième mi-temps, 2-1 et un but d'Allen. Je vois la Côte d'Ivoire 1-0. Et il y a des joueurs exceptionnels en Côte d'Ivoire qui ont surpris le monde. C'est vrai, on a vu Atengra, mais il y a d'autres qui ont encore ébranlé même l'échiquier international. Parmi ces joueurs-là, vous allez voir une autre Côte d'Ivoire. Si on se fait spirit des vainqueurs, des gagneurs qui croient en eux, ils vont ébranler le monde. Et je crois en cela. C'est vrai, faillir au début, c'est vrai l'équipe. Comment ça s'est dessiné? Et maintenant, on va, c'est le tubo. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. J'ose croire que Kessie est en tout cas, répond toujours présent lors des grands matchs. Donc, je pense que Kessie va marquer. Et la deuxième personne, bon, je ne vois pas tellement. Mais peut-être que si Adengra rentre en jeu demain, soit il va se racheter en marquant un but ou faisant une passe décisive. Bon, avec une telle équipe, je pense que la Côte d'Ivoire pourra remporter avec une victoire de 3-1, inclus un but de Nicolas Pepe. L'équipe de Norvège, je pense qu'il y a seulement Allen et Solot à craindre. Et si nous avons des défenseurs pour maintenir ces deux personnes-là, il n'y a rien qui pourrait nous arrêter à nous prendre la victoire. Ce que je vois en tout cas, c'est un match de 2-1. 2 pour la Côte d'Ivoire et 1 pour la Norvège. La Côte d'Ivoire gagne 2-1. 2-1, un but de Pépé et un but d'Amad Diallo. Pour ce match qui oppose la Côte d'Ivoire à la Norvège, ça c'est un match vraiment ouvert. Mais je parie 1-2-1 pour la Côte d'Ivoire. Un but de Amad Diallo et puis un but de Nicolas Pepe. C'est ici que prend fin la rubrique Écho du Mondial. Revenons en terre ivoirienne. Après les fortes pluies qui ont endeuillé le district d'Abidjan, le gouvernement passe à l'action. Réunis en urgence autour du Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et les maires du district ont décidé d'une série de mesures, dont le déguerpissement des populations installées dans les zones à risque. Des solutions de recasement sont également annoncées. Les détails avec Drissa Diané et Fanny Karidja. Les images sont insoutenables, des maisons éventrées, des familles sous le choc et des équipes de secours toujours à pied d'œuvre. À Mosikro, dans la commune d'Atekoubé, les éboulements provoqués par les pluies diluviennes ont plongé plusieurs familles dans le deuil. Face à l'ampleur du drame, le gouvernement a tenu une réunion d'urgence à la primature sous la présidence du Premier ministre. À l'issue de cette rencontre, les autorités ont exprimé leur compassion aux familles endeuillées tout en dressant un premier bilan humain. Nous sommes aujourd'hui, pour les 2 jours qu'on vient de vivre, autour d'une vingtaine de morts et les opérations continuent. C'est pourquoi il a été décidé qu'on prenne des mesures vigoureuses pour que plus jamais ce genre de situation ne se répète. Il faut que tout le monde comprenne que l'une des causes essentielles de ce qui arrive aux populations, c'est l'incivisme.
beaucoup de travaux d'assainissement ont été conduits et réalisés. Et malheureusement, les caniveaux, les ouvrages de drainage qui ont été donc mis en œuvre se retrouvent entravés par le comportement des personnes. Les gens jettent leurs ordures dans les caniveaux pour faire plus simple, et du coup, les caniveaux n'assurent plus le rôle de drainage que cela pour lesquels ils ont été conçus. Et donc, quand il pleut, l'eau ne peut plus circuler et ça provoque des inondations. Au-delà de l'urgence, l'heure est désormais à la prévention. Le gouvernement annonce une politique de fermeté pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Les occupants des zones identifiées à haut risque seront déguerpis. Une opération qui, selon les autorités, s'accompagnera d'un recasement dans des sites aménagés en concertation avec les maires des communes concernées. Le gouvernement appelle également les populations à respecter les consignes de sécurité et à quitter volontairement les sites menacés afin de préserver des vies humaines. De façon claire, il faut que chacun comprenne que toutes les instructions qui sont données pour préserver des vies seront mises en œuvre. Il a été donné comme instruction d'identifier des sites de recasement pour que toutes les personnes qui vont être impactées par les mesures de déguerpissement à venir puissent être prises en compte et relogées. En accompagnement, le ministère en charge de la solidarité déploiera les moyens qu'il faut pour assister toutes ces personnes-là qui sont impactées par les déguerpissements. En dehors de cela, des mesures particulières sont envisagées pour que tous ceux qui vont se mettre en travers des dispositions qui sont prises puissent être frappés, je dirais, par les rigueurs de la loi. Parce que l'heure est aujourd'hui aux actions pour mettre à l'abri les vies des personnes et surtout préserver les biens. Ce sont ces instructions-là que nous avons reçues. Pour le gouvernement, la protection des populations ne souffrira d'aucune complaisance. Entre opérations de secours, déguerpissement annoncés et recasement des sinistrés, les autorités entendent désormais faire prévaloir la prévention sur les conséquences afin que les pluies ne continuent plus de se transformer en tragédie. Retour à présent sur ces drames provoqués par les fortes pluies. Plusieurs glissements de terrain ont été enregistrés dans la nuit de dimanche à lundi à Atekoubé et à Agban. Zeynab Boumré et Dendini Kayi étaient sur place. Écoutons leurs précisions recueillies sur le plateau du 7 Info le soir de Mamgay. Nos équipes étaient toute la journée sur les sites sinistrés. Elles sont désormais avec nous sur ce plateau pour faire le point. Alors, tu reviens de Mossikro. Quelle était la situation sur place depuis ce matin? À Mossikro, nous avons visité 3 sites d'éboulement. Le premier site qui était au quartier Hôtel 2 Cités, un quartier situé entre Mossikro et Yopougon. C'était aux environs de 9h30. Alors, nous avons constaté qu'il y avait une maison qui était partiellement effondrée sur le côté. Les secours étaient déjà sur place pour porter assistance aux victimes et évacuer déjà le voisinage. Et c'est étant sur ce site-là que les pompiers ont été appelés sur un autre site à Mossikro, en plein centre de Mossikro, où il y avait 2 éboulements et les populations étaient déjà sur place pour aider les pompiers. Tout le monde était vraiment mobilisé et c'est sur ces 3 sites que les habitants et les pompiers ont travaillé au niveau de Mossikro et l'adjoint au maire de la commune d'Atekoubé était sur place et il a tenu à adresser un message aux populations qui vivent déjà, qui ont été impactées par l'éboulement et on l'écoute. La zone ici jusqu'à 103, qu'on appelle communément Mossikro, nous sommes à 14 corps retrouvés. 14 corps retrouvés. Probablement on aura 17, parce qu'il y a encore 3 corps ensevelis. Et puis il y a eu 5 évacuations.
Vous avez vu avec nous tout à l'heure, là où il y a 9 morts, on y va, il y a encore des gens dans les maisons. Donc on est obligé maintenant d'employer la manière forte. C'est l'incivisme, tout simplement. Parce que entre venir déloger les gens qui partent et quelque temps après, ils reviennent. Là, vous avez été, je pense, témoin de beaucoup de choses ce matin, depuis que vous êtes là. Juste à côté, il y a des décès. On leur demande de partir. Ils refusent de partir. Mais la gendarmerie a décidé de nous accompagner. Donc je pense qu'on va faire partie vraiment tout ce monde-là. D'ici ce soir, il faut que les gens partent. Autre quartier durement touché par ces intempéries, Agban. Bonsoir Deindi. Bonsoir Mam. Alors toi tu étais à Agban, que retenir de cette journée? Effectivement, on était du côté de Agban, mais il faut savoir qu'on a reçu l'information de l'éboulement au niveau de Agban lorsque nous étions à Moussikro. Et directement nous sommes arrivés sur les lieux. Et arrivés sur les lieux, nous avons retrouvé les autorités compétentes, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie, qui étaient déjà tous mobilisés pour mener les actions qu'il faut. Et ils étaient aidés par la population parce qu'il n'y avait pas de voie d'accès pour permettre aux bulldozers de passer et d'avoir accès au lieu de l'éboulement. Donc ils étaient aidés par la population avec des pelles et des pioches. Ils creusaient dans les décombres dans l'espoir de trouver d'éventuels survivants. Et on a pu interviewer une autorité sur place, on peut l'écouter. Ce matin que nous avons appris d'avoir le mouvement, notre ministre, notre patron même avait déjà décidé que ce quartier soit désert. Et il y a eu d'abord des mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir enlever ces personnes-là. Mais malheureusement, c'est l'Africain. Ils sont même encore revenus. Le polonais, c'est même encore, sans que le ministre même le sache. Moi-même, le maire résident, pour moi, il n'y avait pas d'habitation ici. Donc c'est ce matin que j'ai été interpellé même par la population. Comme quoi il y avait un mouvement. Donc, j'ai voulu automatiquement venir sur le site et constater et faire ce que j'avais à faire. Deindi, tu peux nous expliquer ce que l'autorité a exprimé? Alors, ce que l'autorité a dit, il a d'abord signifié que ce quartier était un quartier qui devait déguerpir depuis, que normalement, il ne devait pas avoir des personnes qui devaient vivre là-bas. Lui-même était sous le choc. Très bien, merci beaucoup Deindi. Alors Zénab, on peut avoir un point donc de cette journée au niveau des victimes qui ont été répertoriées? Alors, lorsqu'on quittait les lieux des différents éboulements, sur le premier site, il y avait trois victimes sur place. Sur le deuxième site, il y a eu 10 victimes qui ont été extraites des décombres, dont 9 décès et un qui a été immédiatement transporté à l'hôpital. Et sur le troisième site, il y a eu 5 victimes, dont une femme enceinte qui ont été extraites des décombres. Au total, ça faisait 17 victimes lorsque nous avons quitté les lieux. Très bien, merci beaucoup Zénab, merci Deindi. Les intempéries perturbent aussi la circulation dans le district d'Abidjan. À Yopougon, l'ancienne voie du Banco est de nouveau envahie par les eaux, mais aussi par la pluie et la boue, ce qui complique les déplacements des usagers. Le constat de Karidja Sidibé. Des véhicules embourbés, des automobilistes inquiets. Nous sommes sur l'ancienne voie du Banco dans la commune de Yopougon où les fortes pluies compliquent la circulation. Tout ce que moi je peux dire, si l'État peut nous arranger pour arranger ici là, vraiment ça nous plaît beaucoup. La route est pas bonne. Depuis c'est plus bon, la route est barrée. À quelques mètres de là, Aboubakar Sidiki est déjà à l'œuvre. Bénévole pendant la saison des pluies, il vient en aide aux automobilistes en difficulté. Avant, c'est pas ça, mais depuis l'an passé ici, on pensait que non, ils vont mettre béton. Tu vois là, on va arranger un peu. Mais là, ils n'allaient pas mettre béton. Donc, chaque temps les pluies, là, quelques seulement, Au-delà des désagréments causés par les intempéries, cette situation révèle comment certains habitants s'adaptent aux réalités du terrain. Une illustration de l'ingéniosité développée face aux difficultés du quotidien en attendant une amélioration durable de l'état de cette route du Banco. Place à l'actualité en dehors de nos frontières.
Direction l'Afrique du Sud où les autorités sont en état d'alerte. L'ultimatum fixé au 30 juin est arrivé à son terme. En Afrique du Sud, des manifestants ont défilé dans les rues pour réclamer le départ des migrants en situation irrégulière, ravivant les tensions autour de la question migratoire. D'importants effectifs de police ont été déployés pour prévenir d'éventuelles violences. Le commentaire de Carmel Yao. La tension monte en Afrique du Sud autour de la question migratoire. À Durban, plusieurs centaines de manifestants ont défilé dans les rues à l'appel du mouvement citoyen March on March. Certains portaient des bâtons et des boucliers traditionnels zoulous tout en scandant « Abambe », une expression qui signifie qu'ils s'en aillent en référence aux migrants en situation irrégulière. La marche s'est déroulée sous une importante surveillance des forces de sécurité déployées pour prévenir tout débordement. Cette mobilisation intervient à l'expiration d'un ultimatum symbolique fixé par certains groupes citoyens qui demandaient aux ressortissants étrangers en situation irrégulière de quitter le pays. Les organisateurs affirment vouloir dénoncer l'immigration clandestine qu'ils accusent d'accentuer le chômage, l'insécurité et la pression sur les services publics. De leur côté, des organisations de défense des droits humains mettent en garde contre les risques de xénophobie et appellent les autorités à garantir la protection de toutes les personnes vivant sur le territoire, quelle que soit leur nationalité. L'Afrique du Sud accueille depuis plusieurs années d'importantes communautés de migrants venus de différents pays africains. La question migratoire y demeure un sujet sensible, régulièrement marqué par des tensions et des violences ciblant des ressortissants étrangers. Il faut le rappeler, depuis plusieurs semaines, plus de 25 000 étrangers ont quitté le pays sur fond de tensions xénophobes. Le gouvernement sud-africain appelle donc au calme et promet de faire respecter l'ordre public. Nous prenons maintenant la direction du Sénégal. L'Assemblée nationale a adopté une réforme constitutionnelle qui modifie l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement. Le texte, soutenu par la majorité de PASTEF, renforce notamment les prérogatives du Premier ministre et du Parlement, ceci tout en limitant certaines compétences du président de la République. Le vote s'est déroulé dans un climat particulièrement tendu, marqué par le boycott de l'opposition et des incidents à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hémicycle. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé son intention de soumettre cette réforme à référendum, une option contestée par le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Nous prenons maintenant et pour finir la direction de l'Espagne. La course contre la montre se poursuit pour des milliers de migrants sans papier. Ce mardi 30 juin marque la fin du dispositif exceptionnel de régularisation lancé en avril qui permet d'obtenir un titre de séjour d'1 an. Face à l'afflux des demandes, plus de 1 million de dossiers ont déjà été déposés, bien au-delà des prévisions des autorités. Les organisations d'aide aux migrants redoublent cependant d'efforts pour accompagner les candidats, même lorsque les dossiers sont incomplets afin qu'ils puissent bénéficier d'un délai pour fournir les pièces manquantes. Malgré les appels des associations, le gouvernement espagnol a exclu tout report de l'échéance. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur cette info et sur cetteinfo.ci.